de vous avoir parmi nous. Donc, en fait, je pense que le projet vient d'un constat que, en 2020, avec tout ce qui se passe, surtout, on ne peut plus vraiment penser au développement des communautés sans parler de résilience. Les impacts qu'on voit avec la crise de la COVID-19, ça nous rappelle la vulnérabilité de plusieurs secteurs, systèmes, puis je pense qu'on n'a jamais de mémoire d'humain vécu autant de perturbations dans autant de systèmes avec tous les impacts humains aussi qui sont rattachés là, à la crise de la COVID-19. Donc, puis je ne sais pas pour vous, mais moi, de ma vie professionnelle, j'ai jamais été autant dans l'incertitude de ce qui s'en vient, tu sais, dans les prochains mois. On vit vraiment beaucoup de chamboulements. Puis nous, à l'Observatoire, en tant que ressources accompagnatrices là, des acteurs de développement des communautés en Estrie, on trouve que c'est essentiel de pouvoir offrir un soutien qui est solide en matière de résilience des communautés et ce, basé sur des données probantes. Donc, depuis 2006, on accompagne les acteurs dans la prise de décision en matière de développement des communautés. Puis, avec la COVID-19, c'est tout le monde qui doit repenser leur développement, leur stratégie en fonction du contexte, qui finalement peut être juste un avant-goût aussi de certaines transformations à venir, donc que ce soit une deuxième vague ou les impacts des changements climatiques qui vont nous amener à vouloir vraiment développer notre capacité de résilience collective. Donc, sachant tout ça, on pense que c'est impératif d'analyser finalement la réponse des différentes communautés, des différents territoires à la crise de la COVID-19 pour documenter la réponse puis identifier des moyens de renforcer cette résilience collective-là. Et puis, les communautés, les territoires, même si jusqu'à maintenant, on a été beaucoup orientés dans la réponse à la crise par les paliers de gouvernement fédéral, provincial, c'est au niveau territorial qu'on constate les impacts de la crise sanitaire au niveau social, au niveau économique. Donc, je pense que c'est important qu'acteurs de développement de la région, on soit aussi au cœur de la réponse puis de la reprise à cette crise-là. Donc, un peu dit autrement, je pense qu'on ne peut pas se permettre comme acteurs de développement des communautés de ne pas apprendre sur l'action collective des 3 derniers mois. Donc, si je reviens un peu à l'historique du projet, c'est un peu dans cette optique-là qu'on nous a approchés là, au début du mois d'avril pour voir s'il y avait moyen de développer un projet qui permettrait de voir plus clair sur la résilience des communautés, puis d'apprendre finalement sur la réponse à la crise. Et puis, quand on a fait une tournée aussi de nos membres, on a constaté qu'il y avait un réel besoin en la matière, tu sais, pour pouvoir apprendre de la crise, pour être mieux préparé, plus résilient à l'avenir. Puis, on s'est dit que c'était une façon que, comme observatoire régional, on pourrait avoir une valeur ajoutée en répondant à ce besoin-là de prendre du recul sur la situation, de documenter ce que les gens ont fait, qu'est-ce que les collectifs, les cellules de crise, les acteurs vous avez fait sur le terrain, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, les facteurs de résilience qui sont bien assis, qui sont bien solides chez vous, lesquels qui sont plus fragiles, etc. Donc, on pense que cette démarche-là, ça peut être vraiment un véritable levier, finalement, pour soutenir l'action collective en Estrie. Et puis, on se disait que ce n'était pas possible vraiment de passer à côté de cette opportunité-là. Donc, depuis le début avril, dans le fond, on a bâti une équipe projet puis un comité conseil avec qui le projet continue de cheminer. On a des engagements de 3 partenaires financiers, dont certains, j'ai vu, là, de la Fondation Changement qui sont avec nous ce midi. Donc, merci d'être là, Éric, qui nous aide, et puis Jean-François Allaire de l'UPIUS. Merci à toi aussi. Donc, ça va nous aider dans la réalisation de l'étude. Et à ce moment-ci, on a assez d'engagement financier pour pouvoir commencer le projet. Donc, on est encore en recherche là, pour compléter le budget, mais on va pouvoir lancer le tout là, dès la suite du webinaire d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, si comme on est beaucoup à penser, la situation qu'on vit actuellement, ça nous amène à avoir une occasion un peu sans précédent de repenser notre développement, de voir qu'est-ce qu'on va faire
comme territoire, qu'est-ce qu'on va en faire de cette crise-là? Ben, je pense que l'étude qu'on est en train de démarrer, qui est participative, qui est beaucoup en mode co-construction, en mode partage de connaissances, de savoir, ben, ça peut être un prochain pas qui est pertinent pour nous tous. Puis, je crois que si vous êtes là ce midi, c'est que vous partagez aussi cette vision-là. Donc, merci beaucoup encore d'être avec nous. Puis je vais passer la parole à Jessica qui, Jessica pilote le développement de ce projet-là avec des capacités justement de co-construction vraiment incroyables. Donc, c'est elle qui va vous présenter le tout en davantage de détails. Donc, merci beaucoup. Merci Manuel pour la mise en contexte et résumé aussi. Là, vous avez vu une vue d'ensemble du projet. Donc, on est une longueur d'avance. Voilà. Pour le déroulement donc du 45 minutes ou 35 minutes qui nous reste, donc on va aller dans le détail du projet, donc de toute l'étude. On va s'attarder sur la résilience communautaire ou collective pour bien savoir ce que c'est, ce dont on parle, ce qu'on veut étudier. Vraiment, le webinaire, il va servir à informer les futurs participants du sujet, de bien le comprendre comme c'est un sujet qui est complexe. On dit communautaire ou collective, les deux, c'est des synonymes, mais le comité, l'équipe projet, c'est entendu sur l'appellation collective en trouvant que c'est un terme qui est plus inclusif. Bon, alors c'est le choix que nous avons fait. Ensuite, on va regarder c'est quoi les ingrédients de la résilience collective pour dire c'est quoi les sujets d'intérêt de l'étude, des questions autour des questions qu'on va vous poser et une petite activité participative là, pour avoir une rétroaction de votre part. Donc, l'objectif maintenant, c'est vraiment de vous partager l'ensemble des étapes, tout le volet participatif, l'implication que ça va demander ou profiter aux participants pour que quand les gens embarquent dans le projet d'étude, ben, ils ont la connaissance de l'intention de l'étude, du projet. Donc, là, les objectifs, ils se déclinent en 3. Là, je vais dans la description détaillée, puis il y aura des moments de pause là, pour pouvoir intervenir à différents moments. Donc, après la présentation du projet, vous allez pouvoir poser des questions à ce moment-là. Alors, les objectifs de l'étude, les 3 principaux, c'est d'avoir un état de situation intersectoriel. Alors, j'insiste un peu sur le intersectoriel parce qu'il y a plusieurs études qui vont aller capter comment on réagit par rapport à la crise, mais nous, on va s'intéresser beaucoup à l'intersectorialité. Voilà. Et on veut relever les facteurs de résilience collective qui étaient déjà en place, donc les facteurs, les moteurs, les freins aussi de la résilience collective dans les 7 ou 9 territoires de MRC. Donc, on commence avec les 7 territoires de MRC pour une question juste logistique et à l'automne, on peut inclure facilement les 2 autres là, qui sont plus dans le côté administratif, là, les 2 autres MRC. Et un petit point, on dit territoire de MRC, c'est simplement qu'on a fait des regroupements par territoire de MRC pour avoir une vue d'ensemble à cette échelle-là. Donc, ce n'est pas l'institution de la MRC, mais bien les intervenants à l'intérieur de ce territoire-là. Donc, on veut relever les facteurs de résilience et soutenir les gens qui travaillent en développement des communautés en matière de résilience collective pour faciliter, après ça, des actions qui vont permettre de la développer. Alors, c'est les grands objectifs ambitieux et réalistes, j'aurais envie de dire. Les exemples de thèmes auxquels on va s'intéresser, il y en a évidemment plusieurs. Donc, les éléments de résilience collective qui étaient en place déjà avant la crise de la COVID, les capacités à se réorganiser, les impacts sur les populations les plus vulnérables. On sait que c'est souvent les populations les plus touchées dans les événements perturbateurs, les nouvelles collaborations, des initiatives innovantes, etc. Donc, il y a plusieurs, voyez, il y a plusieurs volets ou pans ou dimensions aux lesquelles on peut s'intéresser. Et à ce point ici, je vais donner la parole à Jean-François Allaire, qui est donc co-porteur du projet à l'Institut universitaire de première ligne, pour nous parler de l'intérêt de l'Institut universitaire envers ce projet-là. Là, il faut que j'active le micro. Jean-François. Excusez-moi, une petite affaire technique. J'ai tout désactivé, tout le monde l'a activé.
OK. OK. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui. Donc, oui, c'est l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS. On est une désignation du ministère de la Santé puis des fonds de recherche qui regroupe un ensemble de chercheurs puis de praticiens. L'Observatoire est membre de l'Institut comme on est membre de l'Observatoire et dans lequel on a un axe de recherche en développement des communautés que je coordonne. Il y a plusieurs chercheurs là, qui s'intéressent à des questions, entre autres, de résilience collective, de résilience communautaire. Et c'est clair que le contexte actuel a amené les chercheurs membres de l'Axe à se questionner sur diverses thématiques, dont la résilience collective. Puis, quand Emmanuel m'a interpellé pour parler de ce projet-là, j'ai tout de suite pensé à certains membres de l'Axe qui pourraient venir supporter le projet. Donc, vous allez voir leurs noms tantôt, mais je peux les nommer déjà. Là. Donc, Martine Charec, qui est aussi sur le conseil d'administration de l'Observatoire, qui avait un fort intérêt, Mélissa Généreux, Philippe Roy, qui est professeur à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke. Donc, vraiment un projet qui est pertinent. C'est pour ça aussi qu'on a décidé comme axe, on a un petit peu de fonds annuellement là, pour soutenir des projets de recherche-action qui partent des besoins du milieu. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de mettre des sous là, dans le projet cette année, étant donné là, la pertinence pour l'Estrie que représente ce projet-là et les divers thèmes qu'on voit ici, là, justement, de documenter ça. Pour moi, pour le futur, c'est des apprentissages importants. Emmanuel l'a mentionné, on sait, on est dans un contexte plus global, même si on a un contexte de crise précis, de changement climatique, et ça peut provoquer diverses perturbations. Et c'est des apprentissages tirés de la résilience communautaire, pour moi, de la résilience collective en Estrie, vont permettre de nous outiller pour la suite, puis le futur des approches estriennes et dans les MRC. Super, merci Jean-François. Puis je pense aussi que ces objectifs-là ou ces intérêts-là rejoignent les participants, voir comment on peut tous s'améliorer en résilience collective sur le territoire. Merci. Pour aller plus dans le détail des différents volets de l'étude, on l'a divisé en volets pour faciliter l'organisation du travail surtout. Donc, le volet 1, c'est cet été. On développe les outils d'analyse, donc avec toute l'équipe projet, pour savoir qu'est-ce qu'on veut collecter puis comment. Et on va collecter les données, donc des entretiens individuels et des journaux de bord sur l'intersectorialité. Alors, on fait ça cet été avec une centaine de personnes. Donc, le volet 1, on recrute une centaine de personnes. Je vais vous donner tout à l'heure le détail là, des types de participants auxquels vous correspondez tous d'ailleurs. Et voilà pour le volet 1. Le volet 2, ensuite, ben, cet été, on fait les entretiens individuels, 15 personnes par MRC, puis on va faire une analyse préliminaire par territoire. Donc, qu'est-ce que ces 15 personnes-là ont dit? C'est quoi les faits saillants, ce qui se démarque pour aller les présenter ensuite à ces participants-là en atelier travail et en invitant un peu plus de monde aussi à chacun de ces ateliers-là par MRC. Donc, on va mettre ensemble les 15 personnes, on va leur présenter les résultats. Voici ce que vous avez dit. On invite d'autres personnes, on commente. Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est quoi les incohérences que vous voyez? Est-ce qu'on peut réfléchir un petit peu plus? Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui manque? Pour aller venir bonifier ces apprentissages-là ou cette connaissance-là qui va avoir été récoltée individuellement, on va la mettre en collectif. Donc, on appelle ça le croisement de savoir par territoire. Merci. Donc, il va en avoir 7. Et puis, un ensuite à l'ensemble de la région, donc un 8e. Je vais vous donner le calendrier par la suite pour regarder à l'échelle de l'Estrie, c'est quoi les faits saillants, ce qui nous surprend, ce qui nous motive, ce sur quoi on veut avoir plus d'informations. Alors, on va croiser les savoirs au volet 2. Le volet 3, on va le faire en parallèle, c'est de pouvoir aller documenter plus en détail les initiatives qu'on va capter, là, qui sont vraiment inspirantes, qui peuvent être réactivées aussi dans notre milieu, qui sont les plus significatives, pour en connaître un petit peu plus. Donc, un volet sur la documentation pour aboutir à un recueil des bonnes pratiques qui est un des livrables.
Puis le volet 4, on va s'assurer d'avoir un moment où des outils ou des moyens vraiment pour partager et transférer autant les connaissances que les compétences acquises à travers différentes activités comme webinaires, podcasts, formations. Alors, ça va être plus au courant donc de l'hiver prochain. Si on revient plus un petit peu en détail pour le calendrier, donc là, on fait le webinaire de présentation générale. Ensuite, cet été, juillet, août, pour les individus, ce que ça demande, c'est des entretiens individuels d'une durée d'1 heure, donc assez plutôt facile à placer dans l'horaire, et de remplir un journal de bord par territoire de MRC. Donc, les 15 personnes, vous allez avoir accès aux mêmes documents, mais vous allez voir ce que les autres ont répondu, chacun individuellement, mais vous allez avoir la vue d'ensemble. On demande aux personnes de le remplir au moins avant l'entretien individuel, puis avant avant les ateliers de cet automne, donc 2 fois pour aller documenter ce qu'on va vous demander ou ce que vous observez. Alors ça, c'est plus l'engagement pour cet été. Et ensuite, à l'automne, c'est les analyses de communautaires, donc les ateliers, un par MRC. Alors, les dates, ils vont se préciser, mais ça va être entre le 22 septembre et le 13 octobre, puis pour les 7. Puis là, où est-ce qu'on va être tout le monde ensemble, ça serait le 3 novembre jusqu'à présent. Une journée complète, mais en faisant 2 blocs là, pour permettre aux personnes de faire autre chose aussi dans la journée. Donc là, on va aller capter à l'échelle régionale. Et ce qui est en gris, c'est les éléments plus des livrables là, que vous allez pouvoir profiter là, de ces résultats-là. Donc, un rapport final à la mi-décembre, la documentation des meilleures pratiques avec un recueil et des activités de partage de connaissances et de transfert de compétences. Alors, les types de participants recherchés, c'est donc assez varié. Complémentaires, on va dire, c'est des personnes qui ont été impliquées dans la gestion de la pandémie, qui travaillent dans différents domaines. C'est pour ça qu'en remplissant votre inscription au webinaire, vous avez dû dire vous travaillez dans quel milieu, c'est quoi votre fonction, pour quel organisme, pour être sûr qu'on ait des gens de tout azimut. Donc, les gens des municipalités des MRC, ceux qui travaillent en développement des communautés, comme par exemple pour les tables de concertation, les gens plus par secteur, donc la santé, scolaire, communautaire, économie sociale, et aussi de différents paliers, donc les gens plus auprès des citoyens, donc le terrain, ceux qui travaillent dans les réseaux, ceux qui sont à l'organisation des services aux citoyens, comme par exemple les gens en urbanisme, en communication, en sécurité, donc qui organisent le service aux citoyens, les gestionnaires, les élus des municipalités et des MRC. Voilà, pour les participants. Et évidemment, il y a plusieurs bénéfices à participer. On en a mis seulement quelques-uns. Vous allez peut-être en voir d'autres. Donc, de participer à un projet d'études, ça permet aussi de réfléchir à votre propre démarche dans votre milieu. Ça favorise l'amélioration continue, autant des individus que collectivement, parce qu'en s'y intéressant, on va aller apprendre des façons de faire. Et on va mieux comprendre aussi le contexte dans lequel on avance. Ça va permettre de créer aussi encore plus de cohésion entre les acteurs du milieu, entre les participants, évidemment. Alors, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, les membres de l'équipe. On a quand même un comité, on a un comité conseil scientifique et une équipe projet qui sont les membres là. Les gens sont très impliqués pour faire les outils de collecte, pour bien camper le sujet. Alors, on a Jean-François Allaire, que vous avez entendu tout à l'heure, Yves Bourguignon, coordonnateur à la table des MRC, Mélissa Généreux, qui a plusieurs chapeaux. Emmanuelle Lapierre-Fortin, directrice générale de l'OADC. Julie Lévesque, conseillère scientifique à l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. Philippe Roy, professeur à l'École de travail social de l'Université. Martine Charret, qui est vraiment la responsable scientifique du projet, professeure adjointe au département de la santé communautaire. Et moi-même. Voilà pour notre super équipe. À ce moment-ci, si vous avez des questions sur le déroulement, le calendrier, la démarche, ce serait le temps de les placer dans le chat. Puis ensuite, on va aller s'attarder à la résilience collective. Qu'est-ce que c'est pour vrai?
Là, il y a une question, est-ce qu'on peut avoir une copie du PowerPoint? Oui, ça pourrait être distribué, bien sûr. Et aussi, le webinaire est enregistré pour les personnes qui n'ont pas pu participer, ils vont pouvoir y avoir accès avant de devenir répondant à l'étude. Ça serait une suggestion d'aller regarder le webinaire pour bien connaître le sujet. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Ça veut dire que c'était assez clair, puis que vous avez peut-être hâte de parler de résilience collective ou d'entendre parler de résilience collective. Alors, je vais y aller. On se disait, mais pourquoi on s'intéresserait à ça, à la résilience collective? Bien évidemment, pour mieux répondre aux événements perturbateurs majeurs qu'on se doute qu'il peut arriver de plus en plus, entre autres grâce au changement climatique. Et aussi, un élément qui est ressorti, ça permet de partager les bons coups et même de s'entraider entre nous, entre les répondants, de pouvoir offrir les résultats aussi à d'autres acteurs du développement des communautés. Alors, la résilience collective, juste une petite parenthèse, ce n'est pas la résilience individuelle qui est la capacité de l'individu à rebondir, pour dire rapidement, mais vraiment collectivement, c'est à l'échelle des communautés. Je mets une petite définition la plus simple, puis après on va aller augmenter la complexité. Donc, c'est la capacité d'une communauté de continuer à vivre, fonctionner, se développer et même s'épanouir après un traumatisme, une catastrophe. Donc, on pense, dans la résilience collective, il y a aussi une perspective d'un meilleur avenir aussi. Puis là, il y a une question que je vais y répondre tout à l'heure. Ça fait partie de notre présentation, le lien qu'on fait avec les autres études en cours. Merci. Alors, la résilience collective, selon Magis, qui a vraiment étudié très en détail la résilience collective, c'est la capacité donc des membres d'une communauté, des individus, de s'adapter à un environnement qui est caractérisé par le changement, ici, l'imprévisibilité et la surprise. Donc, l'environnement échange, mais en mettant à profit les ressources collectives, donc en mobilisant les ressources collectives. Alors là-dedans, voyez-vous, il y a plusieurs éléments. Les individus, l'adaptation, le changement, puis la mobilisation dans le sens de l'activation ou la mise à profit des ressources qui sont collectives. Un autre élément aussi de définition, les communautés résilientes, ils vont développer avec une intention, encore là, des capacités qui vont permettre des capacités de l'individu et de la collectivité. Donc là, il y a un mouvement et un apprentissage pour répondre au changement, soutenir la communauté, développer des nouvelles trajectoires pour assurer l'avenir et la prospérité. Alors encore là, on a la prospective là, vers l'avenir, puis une nouvelle trajectoire. Alors ça, vous voyez, il y a plusieurs éléments. Selon la littérature, on est arrivé à faire un regroupement de 8 sujets d'intérêt ou dimensions qu'on dit de la résilience collective. Je vous l'ai dit pour que vous ayez à l'esprit, ça serait quoi la nature des questions qu'on va pouvoir aborder à travers nos différents outils de collecte. Donc, l'engagement et la mobilisation des ressources, donc ça veut dire de mettre à profit les ressources. Les ressources, ils sont de 7 types. On dit le capital, là, je ne les aurai peut-être pas toutes par cœur, mais le capital naturel, le capital bâti, le capital humain, culturel. Voilà, les autres, mais vous voyez, il y a donc un ensemble de capitaux qu'on active et qu'on met à profit pour développer la résilience collective. Il y a toute la question aussi du réseautage, collaboration, coopération, l'action collective. Donc, de travailler ensemble vers un but commun. Comment on y arrive, comment on s'organise, c'est quoi les niveaux entre la concertation versus la collaboration, le partenariat. On agit ensemble vers un but commun. Comment ça se passe? L'équité et l'inclusion, ça serait que l'ensemble des membres de la communauté ont leur potentiel, ont leur chance de pouvoir avoir accès aux services, aux ressources. Comme par exemple, dans le cas de la pandémie, on a parlé beaucoup des aînés, évidemment. Puis là, plus ça allait, plus on voyait des types de personnes aussi, là, les jeunes
en situation de violence ou la violence conjugale, et les agriculteurs, les nouveaux arrivants, les immigrants qui ne parlaient pas nécessairement français au début. Donc, il a fallu inclure rapidement plusieurs personnes, plusieurs membres de la communauté. Alors, l'équité et l'inclusion. Le leadership et le pouvoir d'agir de la communauté, donc c'est localement comment on s'organise, localement comment on active notre empowerment, notre pouvoir d'agir. Le développement des ressources collectives, ça, c'est la capacité, ça, c'est est-ce que notre potentiel, notre capital collectif va s'améliorer, va se développer ou il va se rétrograder finalement en lien avec l'événement perturbateur. Donc, si on arrive à développer nos ressources collectives, évidemment, on va être dans une meilleure résilience collective. Toute la question de la sensibilisation, la communication, l'accès à l'information, évidemment. La capacité d'adaptation, l'innovation, la flexibilité et la complexité, qui est donc d'autres éléments encore plus complexes. Et évidemment, ça vous paraît peut-être un peu dans les hautes sphères, mais nos questions, ils vont être super ancrées terrain parce qu'on veut que ça soit pratique pour les participants. Sauf qu'il fallait camper, en fait, selon la littérature, qu'est-ce qui alimente la résilience collective, qu'est-ce qui la freine, qu'est-ce qui la nourrit. Donc, c'est important pour nous cadrer, pour pouvoir construire nos outils de collecte. Alors, ça va tourner autour de ça et on va aller tout à l'heure, je vais pouvoir vous montrer des exemples de questions. Il y a un élément sur la capacité d'adaptation encore là, dans qu'est-ce que c'est que la résilience collective. Donc, la capacité d'adaptation, c'est quelque chose de central. Je passe un peu de temps là-dessus pour vous montrer quelque chose d'intéressant selon le modèle d'Enrich sur la résilience des communautés. Alors, ce qui est en vert, c'est ce qui vient de la base, là, le upstream. Ce qui est en bleu, c'est ce qui vient d'en haut, donc au niveau des autorités Alors, ici, on commence, il y a une crise, alors rapidement, les autorités vont mettre en place des actions pour réagir à l'ensemble des risques, là, pour s'assurer de maintenir la sécurité, le bien-être des citoyens et va mettre j'allais dire imposer, mais va mettre en place des actions pour répondre à la crise et se rétablir. Par contre, ces actions-là, ils sont pris en charge par la communauté. La communauté, localement, va faire des choses comme, par exemple, aller se procurer des équipements de protection individuels dans le cadre de la pandémie. Donc, il y a des choses qui se font vraiment à l'échelle locale pour s'assurer pour réagir, s'adapter, tout ça, puis être mieux préparé ensuite d'une prochaine crise et pouvoir prévenir. Et cette capacité-là locale de s'organiser, de se transformer, ensuite, va venir influencer les autorités qui vont pouvoir ajuster la gestion d'une prochaine crise. Alors, on voit, c'est entremêlé, c'est un mouvement entre la communauté, entre les autorités. Il y a un changement, il y a un partage là, de savoir et de connaissances. Et tout ça, c'est grâce à l'empowerment, la collaboration, l'innovation. Donc, je trouve intéressant de vous le présenter juste pour voir l'esprit de l'intelligence ou la résilience collective. Un dernier élément là-dessus, on entend souvent, c'est comme une opportunité aussi de reconstruire en mieux le Build Back Better, qu'on dit en anglais. Une chose, c'est de faire la distinction entre un système robuste et un système résilient aussi. On a tendance à penser qu'il faut faire quelque chose qui va résister, c'est solide, c'est robuste. Donc ça va éviter les interruptions. Mais dans la résilience, on est dans quelque chose de flexible, donc multifonctionnel. Un élément va pouvoir répondre à plusieurs besoins. Les besoins vont être répondus de plusieurs façons pour continuer à fonctionner comme société en cas d'un bris ou d'une défaillance. Puis on l'entend de plus en plus, la crise peut devenir une opportunité parce qu'en s'adaptant, en restant sain et fonctionnel dans la communauté, on se redresse, mais tout ça en renforçant nos capacités pour un bien-être futur. Donc, il y a vraiment une question d'apprentissage du savoir-faire collectif.
Alors, on a présenté plusieurs éléments, puis on va s'intéresser à une approche qu'on va dire écologique pour aller comprendre aussi le contexte dans lequel les intervenants, les activités se sont faites ou les freins. Donc, on va tout mettre ça dans l'approche écologique où on va regarder les individus, les organisations, les réseaux et le contexte sociétal. Évidemment, le focus de l'étude, c'est sur les réseaux. Par contre, on va considérer aussi que tout est dans tout, comme on dit. Voilà. Puis les exemples de questions, pour être un peu plus pratico-pratiques, ça a été fait avec une vingtaine de personnes qu'on appelle le groupe pilote qu'on a contacté, qu'on a réuni pour voir quelles questions qui pourraient les intéresser encore en lien avec les sujets d'intérêt que je viens de vous présenter. Alors, voici. Comment porter et mettre en œuvre l'équité et l'inclusion pendant qu'on essaie d'éteindre des feux? Évidemment, c'est des très bonnes questions. Est-ce qu'il y a eu des freins à l'engagement? Est-ce qu'il y a des mécanismes de concertation? Est-ce que les mécanismes ont vécu des changements? Si oui, lesquels? Comment? Pourquoi? La mobilisation est venue de où? Qui a pris l'initiative? Est-ce que c'était les personnes, les organismes, la santé publique, le CDC? Aussi, les éléments déclencheurs des actions collectives, est-ce que c'était plus à l'interne? Est-ce que il y a eu un mandat? Voilà. Est-ce qu'on a assez communiqué? Est-ce qu'on a trop communiqué? Est-ce qu'on a bien communiqué entre nous? Est-ce qu'on a pu identifier, est-ce qu'on peut maintenant identifier des failles? Fait que ça, c'est des genres de questions qui pourraient vous être posées. Ça, on a donc des questions par entretien individuel et aussi par les ateliers. Il y a aussi le journal de bord qui va être rempli donc 2-3 fois. Puis c'est juste pour vous donner un exemple. On veut faire ça simple pour les répondants. Donc, on place le sujet d'intérêt, donc le thème, puis on vous demande qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce que vous en pensez, les activités réalisées, puis les éléments de contexte. Donc, on a mis un exemple comme ça, c'est assez spontané comme réponse, simple aussi. Puis nous, après, on va faire l'analyse, l'ensemble des 15 répondants par MRC. Voici ce que vous avez dit. On va mettre ça en commun. Ça, c'était pour vous donner un exemple. Et là, je viens avec le lien avec les autres études en cours parce qu'évidemment, il y en a quand même à plusieurs niveaux. Il y en a eu comme là, par exemple, par CSMO, Impact sur la pandémie sur la main-d'œuvre. Vous voyez, on est déjà en lien, celle-là, moi je ne la connaissais pas, mais on est déjà en lien avec quelques-unes pour s'assurer, nous, quand on va commencer à analyser, d'aller chercher des autres éléments d'information et pour bien orienter aussi les répondants à notre étude. Nous, on va s'intéresser à l'intersectorialité. Donc, comment, par exemple, la main-d'œuvre va travailler avec les programmes, puis avec les organismes communautaires, avec les citoyens. Donc, on va être plus dans l'approche territoriale. Et aussi, partage des données, c'est un intérêt aussi des membres de l'équipe de rendre accessibles rapidement les informations qu'on va aller récolter, que ce soit accessible pour les participants et d'autres aussi rapidement. Voilà, alors là, vous avez vu l'ensemble de l'intention, les étapes, la démarche, avec un aperçu de ce que c'est la résilience collective, un crash course, comme on dit en français. Et voilà, si vous voulez commenter, réagir, questionner dans le chat, c'est le moment. Puis ensuite, je vais avoir une petite activité pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on a oublié des choses? J'attends, parfait. Je vais mentionner les prochaines étapes tout de suite après. On ne pense pas avoir de la misère à recruter les 100 personnes, quoique on va quand même demander votre collaboration à faire circuler aussi l'information. Puis en remplissant le sondage que vous avez rempli pour participer, vous avez dit, là, vous venez d'où, vous êtes sur quel territoire. Donc nous, ça va nous permettre de voir est-ce qu'il nous manque des types d'intervenants. Est-ce que nous aurons un sondage déjà fait, que nous puissions sonder nos membres sur vos questions? Il y a 2-3 choses qu'on s'est dit. Au niveau, là, on pense soumettre à l'avance les questions. Vous voyez, il y a plusieurs types de participants. Si je peux y aller ici. Donc, on pense soumettre l'ensemble des questions puis dire aux participants, voyez, vous, excusez-moi, je ne vais peut-être pas. Voilà.
répondez à celles-là que vous étiez le plus près, que vous avez le plus d'informations, que vous étiez vraiment impliqués. Puis, c'est ça, on veut laisser aux gens de répondre aux questions qu'eux, ils trouvent que ça fait plus de sens, mais nous, on va s'assurer que ce soit complet. Puis là, il y a une autre sous-question, c'est est-ce qu'on peut sonder nos membres? On pensait le faire grâce au journal de bord. Donc, mais les membres, ce serait peut-être grand, il faudrait se reparler, là. On ne serait pas capable d'analyser 300 000 pages là, pour dire quelque chose. Mais en répondant le journal de bord, vous pensez, ah oui, telle activité, telle personne, elle était très impliquée, ça serait bien qu'elle vienne commenter. Alors, vous allez avoir l'occasion de lui transférer, puis que quelques personnes par territoire de MRC puissent aussi compléter le journal de bord. Puis aussi aux ateliers, après ça de l'automne, mais on va encore inclure, voilà. Est-ce que les communautés d'expression anglaise, ça, je ne sais pas. Bien, en tout cas, tout se fait en français pour l'instant. Donc, si... ben là, je m'excuse, j'ai un malaise. Peut-être. Ah oui, Jean-François, super. Activer. Oui, donc, je pense que, dans le fond, qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est qu'on y va au niveau des organisations puis des acteurs qui œuvrent collectivement au développement de leur milieu MRC. Donc, oui, ça inclut les acteurs qui œuvrent en lien avec les communautés d'expression anglaise. Il y a diverses associations, par exemple, qui œuvrent dans le coin de Richmond, auprès du monde, également à Lennoxville et autres, un peu partout en Estrie. Donc, oui, ils vont faire partie de l'analyse globale, mais il faudrait qu'il y ait, parmi les 15 personnes dans la MRC, quand il y a une communauté d'expression anglaise, il faudrait qu'il y ait probablement au moins une personne qui soutient cette communauté-là pour avoir ce son de cloche-là aussi, pour voir comment ça s'est adapté. Donc, ça serait important. Puis, Ed, ça serait important peut-être que, justement, on reste en contact, bien, que Jessica prenne contact avec toi pour s'assurer, justement, que dans les milieux où il y a plus d'anglophones, comme, il y a une zone dans le Val, il y a des zones au niveau de la MRC des Sources, dans l'eau Saint-François, dans Méphremagogue, à Sherbrooke. Donc, de voir comment qu'on peut, Quaticook aussi. Peut-être le granit, c'est moins présent, mais d'avoir au moins un anglophone qui œuvre auprès de la communauté anglophone ou quelqu'un qui travaille, pas nécessairement anglophone, mais qui travaille auprès de la communauté d'expression anglaise qui fasse partie des 15. Merci beaucoup, Jean-François. C'est ça, nous, en ayant qui répond, ben, on va voir, on va entendre aussi les suggestions des participants pour vraiment venir compléter là, puis avoir bien le topo d'ensemble. Puis là, vous avez vu notre schéma aussi qu'on veut au niveau individu, organisationnel, réseau et sociétal. Donc, il y a tout ça aussi ensemble. Donc, je pense qu'avec ça, je viens de répondre aussi comment on va faire avec les organismes régionaux. Ça va être des questions aussi, dans le fond, dans l'ensemble des questions, ça va couvrir tout ça. Puis les répondants, ils vont répondre à l'échelle de travail sur lequel ils interviennent. Puis nous, ça va être notre job, notre travail d'aller faire le pont avec tout ça. Dans les quelques minutes qui restent, je vais vous lancer un vote. En fait, c'est une petite activité qui, juste pour savoir comme ça, les bons coups que vous... c'est quoi les bons coups dans les premiers mois ou lors des premiers mois ou des derniers mois, je voulais changer, qui vous ont vraiment le plus marqué? Alors, vous pouvez sélectionner le nombre de choix de réponses que vous voulez, juste pour nous donner une petite idée là, de votre côté, comment vous avez, qu'est-ce que vous avez observé, que vous avez apprécié comme les opportunités, on va dire, de la crise, de la pandémie? Est-ce que vous voyez le... OK, c'est bon. Parce que je vois pas de... C'est marqué 0% ont répondu. Moi, je vois que 75% ont répondu. Ah, OK.
Fait que je ne sais pas si je termine. Je pense que la plupart ont répondu. Ça va peut-être afficher à l'écran. Oui, on peut partager les résultats. Est-ce que tout le monde les voit à l'écran? Peut-être juste nous faire un petit plus. Oui, merci. Ah, c'est bon, moi je ne le vois pas. Donc, je peux peut-être le lire. Tu l'animer, oui, parce que moi, c'est marqué 0. Le principal, c'est vraiment la rapidité des réseaux à se concerter pour se réorganiser. C'est vrai, ça, on l'a entendu vraiment, là, les gens qui sont capables de se revirer de bord dans des situations super complexes puis répondre aux besoins clairement. Là, donc, ça a été le numéro 1, puis suivi de près par la création d'espaces de collaboration. C'est vrai qu'on l'a entendu, ça aussi, des partenaires qui ont commencé à se parler plus dans le contexte de la crise parce qu'il y avait vraiment cet objectif commun-là qui s'est présenté. Donc, c'était les 2 principaux. Merci, Emmanuel. C'est ça, au début, j'ai eu un petit pépin avec le sondage, mais ça a fonctionné grâce au collectif. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite activité-là, juste pour qu'on voit une idée d'ensemble. Les prochaines étapes, donc, de notre côté, c'est de finaliser le recrutement. Vous allez recevoir sûrement aujourd'hui une invitation à ajouter à votre agenda l'entretien individuel. Comme vous connaissez bien la démarche de l'étude, si vous êtes intéressé, on vous accepte. Et vous allez recevoir ça. Puis, on va attribuer un guide du participant là, pour super simple, là, les quelques lignes pour savoir comment ça va se dérouler, avec les 7 journaux de bord par territoire de MRC. Puis évidemment, ben c'est ça, c'est peut-être pas tout le monde qu'on va faire les entretiens individuels. On va devoir s'assurer qu'on a les 15 personnes complémentaires par territoire de MRC. Puis on va confirmer les dates. Vous avez vu dans le calendrier, il y a des dates qui sont proposées, mais ils vont se confirmer très, très prochainement pour être sûr de mettre ça dans nos horaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Puis voilà, là-dessus. C'est pas mal ça, on arrive à l'heure. Je suis contente. Merci à tout le monde. Si vous avez d'autres choses, vous pouvez continuer à écrire dans le chat. Je remercie tous les participants, Emmanuel aussi, Jean-François, Karine, Martine, Yann qui était là de l'OEDC et tout le monde. Je vous remercie. Bon après-midi. Au revoir.